Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. C'est l'un des produits de la mer les plus consommés au monde. Vous le retrouvez sous forme de tataki, de sashimi, en conserve ou dans votre garba. Je veux bien sûr parler du thon. En 2018, les captures de thon dans les océans ont atteint 7 millions de tonnes. Les premiers producteurs mondiaux sont l'Indonésie, le Japon, les Philippines ou encore Taïwan, un marché mondialisé qui pèserait près de 42 milliards de dollars, un marché dans lequel, vous allez le voir, la Côte d'Ivoire est bien présente. Au sommaire ce soir, enquête sur le business du thon en Côte d'Ivoire. Chaque année, plus de 400 000 tonnes de thon transitent par le port de pêche d'Abidjan, devenu le premier port thonier d'Afrique. Du thon majoritairement transformé sur place dans des conserveries pour être mis en boîte et exporté. Puis nous parlerons du faux thon, ce thon de petite taille pêché sur les thoniers. On le retrouve sur le marché local. Il compose un plat incontournable, le garba. Un faux thon qui, vous allez le voir, est devenu un vrai business. Chaque année, la Côte d'Ivoire exporte 150 000 tonnes de thon vers l'Union européenne. Du thon pêché dans le golfe de Guinée est débarqué au port d'Abidjan. Le pays est également l'un des principaux producteurs africains de thon en conserve, avec une production annuelle de plus de 25 000 tonnes. Autant de chiffres qui font d'Abidjan le hub du thon. Regardez ce document avec des images exclusives. Il est signé Sarah Sisman, Gisela Mendonça et Oscar Noël Sangan. Il est 7 heures au port de pêche d'Abidjan. Et déjà, les dockers sont en pleine opération de débarquement. Ce thonier, d'origine espagnole, est arrivé la veille après 25 jours de pêche en haute mer. À son bord, 800 tonnes de thon. Sur le quai, un homme est particulièrement attentif. Il travaille pour la société Albacora, une entreprise espagnole leader dans la pêche au thon, propriétaire de ce navire. Son rôle, s'assurer du bon déroulé des opérations et livrer la marchandise au destinataire. Par exemple, là, nous avons du thon, vous avez vu l'espèce. Là, il est mis en conteneur pour l'export. Là, voilà, là, il partira vers l'Espagne. Ici, on a du patou d'eau et puis du yellowfin. Et nous les appelons du yellowfin plus 10. Ça veut dire qu'ils ont plus de 10 kilos, de 10 kilos jusqu'à 55 kilos. Du thon pêché au large de l'Angola, du Gabon et de la Guinée, qui aura pour destination finale l'Europe. Si une partie est exportée brute, l'autre connaîtra un destin différent. Là, c'est la partie qui part à l'usine. Voilà. Donc, vous avez la benne qui est remplie. Et là, c'est un mélange de toutes les espèces qui est destiné à l'usine qui reçoit la cargaison pour la transformation, pour en faire des conserves. Pour que vous puissiez en tirer, je dirais, une bonne vente, il faut qu'il ait du poids quand même. Voilà. Donc 1,8 kg jusqu'à 5-6 kg. 1,8 kg, c'est le poids minimum pour que le thon soit vendu aux usines de transformation locales, puis exporté. En dessous de ce poids, il est considéré comme non exportable car de taille trop petite. Il faut donc procéder à un tri, car les filets de pêche du navire ratissent large, destinés à capturer un maximum de poissons. Le navire, il lance le filet, c'est une pêche que nous disons qu'il pêche en vrac. Et une fois que la pêche est remontée à bord, on va procéder à un tri dans le navire. Et le débarquement se fait de la sorte. La vente aussi se fait de la même sorte. Elle se fait par taille, par espèce. Une fois terminé, l'équipage d'Albacora repartira pêcher en mer, avant de revenir, une fois encore, décharger ses prises au port d'Abidjan. Un port devenu incontournable dans la région pour la pêche au thon. Parce que de tout temps, le port d'Abidjan a offert des conditions qui ont permis aux thoniers et aux amateurs au thon de pouvoir développer leur activité. Les débarquements, on a un bon mouillage qui permet de faire les transbordements. C'est-à-dire que quand le navire rentre et qu'il n'a pas de place à quai, il a la possibilité d'aller faire un transbordement en lagune en couple d'un cargo congélateur. Et la plupart du temps, quand vous avez un cargo congélateur, vous avez la possibilité de lui mettre 2 thoniers au moins en couple. Ça veut dire de chaque côté. Donc vous faites travailler 3 navires à la fois en n'étant pas à quai. Abidjan, capitale du thon.
C'est ici que la majorité des thoniers qui pêchent dans l'Atlantique, dans tout le golfe de Guinée, viennent débarquer leurs marchandises. Chaque année, plus de 400 000 tonnes de thon transitent par le port de pêche. Du thon majoritairement transformé sur place dans des conserveries pour être mis en boîte et exporté vers l'Union européenne. Le secteur emploie plus de 3 000 personnes en Côte d'Ivoire et pèse 58 milliards de francs CFA. Plongez dans le business du thon en Côte d'Ivoire. Pour découvrir le cœur du marché du thon en Côte d'Ivoire, il faut se rendre dans les conserveries, installées près du port d'Abidjan. Bienvenue chez Heron, entreprise italienne installée ici depuis 1997. Comme chaque jour, Pietro Serra, responsable de production, supervise l'arrivage des poissons. Chaque jour à l'usine, on arrive à faire entrer 200 tonnes de poissons. Et il arrive dans les trois espèces, Big Eye, Yellowfin et Skipjack. Ça fait environ 23 000 tonnes par année. Des poissons achetés directement aux armateurs des navires qui débarquent au port de pêche. Ils se négocient entre 650 000 francs et 1 600 000 francs CFA la tonne. Et voici comment ce poisson pêché dans l'Atlantique va finir en conserve pour le marché européen. Direction ces grandes bassines où les thons sont plongés et cuits à 90 degrés pendant 5 heures. Mais c'est dans la salle voisine que se trouve le cœur de l'usine. 800 ouvrières travaillent à la chaîne pour nettoyer, désarrêter les filets de thon. Un travail d'une grande précision réalisé à la main par ces femmes, comme Marie, pareuse. Je gratte le poisson. C'est ça mon travail, ça. Enlever la peau, les arêtes, rendre le poisson propre. C'est ce que je fais. Une pareuse comme Marie peut gagner environ 100 000 francs par mois. Objectif, faire en sorte que les filets ne s'émiettent pas, qu'ils restent les plus entiers possibles. La contremaître veille au grain. Regarde, oui, ça ne me convient pas. Toi aussi, tu es là pour le contrôle. Tu dois voir ça. Si elle n'a pas vu, toi, tu dois voir. Et ne pas me laisser ces déchets là-dedans. Le filet doit être intact, sans arrêt, sans de muscle sanguin. On a un objectif à atteindre. Vous voyez le poisson qu'on nous donne. On ressort des longes, des filets et des morceaux et des miettes. Nous devons avoir pour rendement 45%. 45% de rendement sur chaque poisson. Alors ici, chaque miette compte. Des miettes triées là encore à la main, car chaque boîte de thon en contient un pourcentage. Un travail d'orfèvre pour plus de rentabilité. La conserverie fabrique une vingtaine de produits différents. Sur cette chaîne, son produit le plus haut de gamme, destiné au marché italien. Et on a le filet à l'huile. Et ça, c'est le produit de meilleure qualité. C'est vendu plus cher par rapport à la boîte parce qu'on place toujours le filet entier. Donc, même pour le fabriquer, on a une majeure perte de rendement de matière. Il faut aussi s'assurer de la qualité des produits. Plusieurs fois par jour, des tests sont effectués en laboratoire sur un échantillon de la production, par M. Kouassi et son équipe. Pour voir l'aspect de la boîte à l'ouverture, nous allons apprécier le thon fabriqué hier. On va voir la consistance du produit. C'est bon? Ou peux-tu choisir? Si cette boîte de thon est jugée non conforme, le lot peut être rappelé et le produit déclassé dans une gamme inférieure. Au total, l'entreprise italienne produit chaque année 250 millions de boîtes de conserve, pour un chiffre d'affaires de 30 milliards de francs CFA. La quasi-totalité part à l'export pour le marché italien et français. Et pour cause. La conserverie est installée en zone économique franche et à ce titre bénéficie d'exonérations fiscales et douanières. Par exemple,
une boîte de thon de 160 grammes, dont le prix de revient pour l'industriel est de 450 francs CFA, arrivera chez le distributeur en Europe au même prix de 450 francs CFA, c'est-à-dire sans payer de droits de douane de 24%. Cette situation permet à la conserverie d'être plus compétitive. Le business du thon est très concurrentiel. On a beaucoup d'acteurs aujourd'hui dans la conserverie de thon. En Afrique déjà, nous avons le Ghana, nous avons Madagascar, nous avons le Sénégal et nous avons d'autres pays du Seychelles qui également font du thon. Et tous ces producteurs-là se retrouvent sur le marché européen, qui est le marché qui consomme le plus de thon. Et donc, on est obligé d'améliorer notre compétitivité pour pouvoir affronter ces marchés-là. Et grâce à la zone franche, effectivement, nous pouvons avoir cette compétitivité. Accorder des facilités aux conserveries pour exporter, un moyen pour la Côte d'Ivoire de consolider sa place dans l'industrie mondialisée du thon. Le marché du thon est en évolution. C'est un marché qui pèse dans l'économie de la Côte d'Ivoire parce qu'en plus des emplois directs que nous créons, 850 nous concernant, la concurrence à plus de 1300, il y a aussi tous les secteurs qui gravitent autour de notre activité. En 2019, les 3 conserveries présentes en Côte d'Ivoire ont exporté 25 000 tonnes de thon transformé pour plus de 58 milliards de francs CFA, faisant de la Côte d'Ivoire le 4e fournisseur africain de l'Union européenne. Pour faire d'Abidjan un port thonier leader en Afrique, il a fallu se doter d'infrastructures plus modernes. En 2015, d'importants travaux sont réalisés au port de pêche. Un môle qui offre 1000 mètres de quais supplémentaires pour l'accostage des thoniers. Monsieur Kwadio Ndoli est le directeur des infrastructures du port. C'est lui, entre autres, qui a piloté les travaux. Les quais existants étaient vétustes. On était limité à 7 mètres. On avait 600 mètres linéaires de quais. Il n'y avait plus d'espace. Donc, dans la modernisation du port de pêche, on a ajouté 7 hectares. Tout. Travaux finis, on était autour de 34 milliards de francs CFA. Ça a permis de développer l'industrie. Vous voyez que quand vous arrivez au port de pêche, vous sentez que vous êtes à la capitale du thon. La capitale du thon, Abidjan. Une capitale du thon où un partenaire est omniprésent, l'Union européenne. En effet, le thon débarqué au port d'Abidjan est pêché en grande partie par des navires européens. Afin d'encadrer cette pêche, des accords ont été conclus en 2007. Ils autorisent 36 thoniers, dont 28 seigneurs et 8 palangriers, battant pavillon portugais, espagnol et français, à pêcher et à stationner dans les eaux ivoiriennes. En contrepartie, l'Union européenne et les armateurs des navires payent à l'État ivoirien une redevance globale de 2 600 millions de francs CFA, étalée sur 6 ans. Un montant destiné à pouvoir accéder à la ressource et aussi à soutenir le secteur de la pêche. Ce centre de surveillance, par exemple, a été financé en grande partie grâce aux fonds de l'Union européenne pour surveiller les eaux ivoiriennes et encadrer la pêche. Sur ces écrans, l'ensemble des navires circulant actuellement dans la zone économique exclusive. La couleur bleue, c'est les navires français, rouge, les navires panaméens. Par exemple, grâce à des balises installées sur les navires commerciaux, mais aussi à un système de radar satellitaire, les opérateurs peuvent connaître en temps réel leur position et retracer leur activité de pêche. Par exemple, sur cet écran-là, voici un navire particulier que j'ai eu à prendre, il y a le Playa de Baïko, voilà, qui est un navire espagnol. Et ici, vous voyez la position là, il est au port. Mais le système nous indique l'ensemble des activités qu'il a eu à faire dans la ZE ivoirienne, c'est-à-dire les eaux sous juridiction ivoirienne. Et là, on peut avoir chaque détail, les différentes positions qu'il a eu à prendre. Là où même il a pu faire l'activité de pêche est signalé. Et en fonction de l'heure à laquelle il est sorti et l'heure à laquelle il rentre, on peut connaître la durée de son activité de pêche et connaître également les zones précises dans lesquelles il a eu à pêcher. Et ces zones-là sont vérifiées avec les zones avec lesquelles le navire est autorisé à pêcher. Et en fonction de ces contrôles, on vérifie s'ils pêchent légalement ou illicitement. Dès qu'ils entrent dans les eaux ivoiriennes, les thoniers doivent envoyer au centre une notification. Le fait d'être stationné pendant peut-être 1, 2 ou 3 heures de temps, de manière immobile, ça peut être un élément de suspicion pour nous.
peut-être qu'il est en train de transborder, par exemple, sa capture obtenue avec un autre navire qui n'est pas habilité à être dans nos eaux. Et ça peut être un élément déclencheur pour nous, pour pouvoir activer notre système de contrôle. Un navire suspect vient justement d'être repéré. Tu peux mettre la trajectoire de ce navire-là, le navire Golden 3. Il s'est arrêté à quelle heure là? J'ai vu un moment où il a marqué un arrêt. C'était à quelle heure? 6h11. Tu peux voir c'était à quelle distance de notre côte? Tu peux avoir des suspicions de pêche illicite parce que 4 heures sur la mer sans activité, ça c'est étonnant. Donc tu gardes encore la position et puis tu vérifies la prochaine heure s'il est toujours en arrêt et tu me fais un rapport. Si la suspicion de pêche illicite est confirmée, l'alerte sera donnée aux patrouilleurs de la Marine nationale afin d'arrêter le navire. Le centre a été créé pour lutter contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée, que l'on appelle la pêche INN. Alors, l'Union européenne, qui est habilitée à pêcher dans nos eaux dans le cadre donc, de cet accord, voudrait bien surveiller cette zone-là afin d'éviter la pêche faite par les navires pirates. L'Union européenne préserve ses intérêts, mais en plus, la pêche illicite constitue une infraction. Donc, il faut veiller à ce que les navires qui ne sont pas habilités à pêcher dans nos eaux ne viennent pas ramasser la ressource. Chaque année, la pêche illicite fait perdre plusieurs milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire et contribue au pillage des ressources. Une ressource déjà fortement menacée. Les stocks de thon obèse et d'albacore ont été déclarés en état critique de surexploitation par l'ICCAT, l'organisation intergouvernementale responsable de la conservation des thons de l'Atlantique. Retour sur le plateau de Made in Africa et pour débattre ce soir, j'ai l'honneur d'accueillir son Excellence, l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, Jops von Kirchmann. Avec lui, le professeur Jacques Daté, secrétaire exécutif du comité d'administration au régime franc, le CARF, au ministère des Ressources animales et halieutiques, et M. Mambo Sika, directeur général adjoint de Heron Côte d'Ivoire, du groupe Heron Seafood. Bonsoir, Excellence. Bonsoir. Messieurs, merci d'être là. On vient de voir dans le reportage que Abidjan est le premier port tonnier d'Afrique, 400 000 tonnes de thon. Il transite chaque année. Première question pour vous, M. Mambo, comment en est-on arrivé là? Il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits sur le port d'Abidjan, qui permet à beaucoup de tonniers de pouvoir accoster sans difficulté, qui permet également de pouvoir faire les opérations et de débarquement et de transportement et d'avitaillement des bateaux. Et c'est surtout ça qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des amateurs transitent par le port d'Abidjan pour pouvoir faire leurs opérations de débarquement. Alors, Excellence, comment vous réagissez sur cette question quand même? La Côte d'Ivoire est le premier port tonnier d'Afrique, 400 000 tonnes de thon y transitent, un partenaire de taille? Alors, l'Union européenne est le premier consommateur de thon déjà. Et donc, la Côte d'Ivoire joue un rôle très important, comme vous l'avez dit. Pratiquement la totalité de ces thons est exportée à l'Union européenne. Donc, pour nous, c'est un partenaire extrêmement important. Et comme on a vu dans les reportages, ça concerne beaucoup d'emplois, ça concerne quand même un tonnage très, très important. Et donc, je suis ravi que la Côte d'Ivoire a l'infrastructure aussi pour être le hub dans la région. Question pour vous, professeur Daté. Justement, quelle est la part justement de l'activité thon, le sous-secteur thon, dans le PIB? Aujourd'hui, le secteur thon, pour tout ce qui est activité d'emploi direct et indirect, tourne autour de 40 000 emplois. Je crois que c'est important. Et comme le documentaire vient de le montrer, nous avons à peu près, mal an, bon an, 60 milliards de chiffre d'affaires annuellement. Donc pour nous, rien que pour le thon. Donc c'est le fleuron de l'économie halieutique de la Côte d'Ivoire. Alors, la Côte d'Ivoire, on y reviendra certainement. La Côte d'Ivoire, deuxième fournisseur de thon en conserve vers l'Union européenne, on est d'accord, notamment grâce à ses conserveries. Qu'est-ce qu'il y a dans cette zone franche, dans ce régime franc?
Comment ça se passe et quels sont les dispositifs? Donc peut-être que son Excellence Je peut peux réagir. commencer. Sinon, Alors, voilà. On a un accord de commerce avec la Côte d'Ivoire qui permet à la Côte d'Ivoire, comme on a vu dans le reportage, exporter ses produits sans devoir payer la douane dessus. Et je crois que ça, c'est un grand avantage qu'il faut reconnaître, surtout si on parle de la quasi-totalité qui est exportée vers l'Europe. Alors, la zone franche a été mise en place depuis 2005. Oui. Eron, par exemple, existe avant, est en Côte d'Ivoire avant 2005. Est-ce que la mise en place de cette zone franche a eu un impact sur la rentabilité de votre activité? Parce que oui, je pense que, tout à fait. Parce que je disais tantôt que dans les avantages, la loi sur la zone franche confère aux entreprises divers avantages, des avantages fiscaux. Aujourd'hui, nous ne payons pas d'impôts et taxes. Nous sommes exonérés totalement des impôts et taxes. Aujourd'hui, nous ne payons pas de droits de douane. Toutes nos matières, les machines que nous importons sont franco-douane. Nous ne payons pas de douane là-dessus. En plus de cela, l'État nous a concédé un tarif préférentiel sur les facteurs de production. Sur nos factures d'eau, par exemple, nous ne payons que la moitié. Sur nos factures d'électricité, nous ne payons que la moitié. C'est autant d'éléments qui participent à réduire nos charges d'exploitation. Ça fait beaucoup d'avantages. Est-ce que le business en lui-même n'est pas viable sans ça? Alors, le business n'était pas viable sans ça parce que la structure des coûts que nous avons en euros, nous ne sommes pas compétitifs par rapport aux produits asiatiques. Et donc, ces avantages aujourd'hui nous ont permis d'améliorer notre compétitivité et d'être plus rentables au niveau de la concurrence. Donc, la boîte de conserve, pour conclure sur cette partie et bien comprendre, la boîte de conserve telle qu'elle est produite ici et vendue sur le marché européen va coûter moins cher finalement que cette même boîte de conserve si elle était vendue sur le territoire ivoirien. Oui, expliquez-nous comment. Alors, nous sommes en zone franche. Donc, cette extraterritorialité fait que nous ne payons pas de droits de douane. Mais si nous voulons la même boîte, la vendre localement, nous sommes obligés de la dédouaner. Oui. Puisque nous n'avons pas payé les droits de douane à l'entrée. Donc, si vous voulez vendre localement, vous devez être obligé de la dédouaner. Et donc, aujourd'hui, au niveau de la tarification douanière pour la mise à consommation, on tourne autour de 47%. Mais ça reste quand même un produit de luxe, quand même. Alors, disons qu'aujourd'hui, tel que la chaîne est organisée, ça reste un produit de luxe. Mais un produit qu'on peut, je dirais, démocratiser. Et nous travaillons là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, comme on a expliqué dans le reportage, lorsque vous faites les produits de niche, les belles tranches et tout ça, il y a des miettes qui sont générées. Ce sont de très bonnes miettes. Ce n'est pas des sous-produits. Et on peut faire des boîtes avec de l'huile d'olive ou de tournesol, avec un prix sorti usine autour de 150 francs. C'est-à-dire que même si le client paye des droits de douane de 47%, il peut arriver sur le marché avec un prix autour de 350. Alors, la Côte d'Ivoire et l'Union européenne entretiennent des relations excellentes depuis longtemps. On va peut-être parler davantage d'un des accords qui lie la Côte d'Ivoire à l'Union européenne, les accords de pêche. Alors, concrètement, de quoi il s'agit? Alors, l'accord de pêche, tout d'abord, il donne une licence, un droit de pouvoir entrer dans la zone économique exclusive ici en Côte d'Ivoire. Après, je dirais, c'est une sorte de pré-vente de thon. Donc, il y a un tonnage qui est pré-venté, c'est 5000 tonnes en total. Un prix est défini. Et ça, c'est à peu près la moitié de l'argent par an qui est versé. Et l'autre moitié, c'est le soutien pour le secteur. Et là, c'est essentiellement aider la Côte d'Ivoire et l'accompagner dans la surveillance, de s'assurer que les ressources sont utilisées d'une manière durable, d'accompagner, on a vu, avec un centre de surveillance. Donc ça arrive à peu près 1 million d'euros par an. Alors, de 2021, c'est ça, de 2018 2024. À 2024. L'accord qui court actuellement. L'accord qui court actuellement. Alors, est-ce qu'on peut mieux faire? Bon, ça s'améliore toujours, hein, parce que les accords, c'est pas... On est au dernier, mais il y a eu des accords précédents où les montants étaient moins, mais la Côte d'Ivoire a toujours négocié, parce que ça se négocie par une équipe pluridisciplinaire et qui se fait aussi bien à Abidjan
et à Bruxelles, et sous la houlette naturellement du ministre des Ressources animales et halieutiques. Alors peut-être quand même dire le 2,7 milliards qu'on a parlé, ça c'est vraiment je dirais, la récompense pour la pêche. L'autre côté, le soutien pour le secteur, c'est l'autre moitié. Donc en total, on est à peu près à 4 milliards. Le soutien pour le secteur va dans des installations comme la surveillance, voilà. La pêche. Voilà. OK. Donc, est-ce que vous êtes satisfait déjà de ces accords? Déjà tel que ça se déroule, la partie ivoirienne Mais je crois qu'on est déjà satisfait parce que c'est un secteur qui est très important pour l'Union européenne. Donc, c'est un secteur qui fonctionne et on est content aussi parce que c'est une chaîne de valeur, comme je disais tout à l'heure, où la transformation reste en Côte d'Ivoire et l'Union européenne achète un produit. Je pense que c'est très important de focaliser sur la durabilité de cette chaîne et permettre à tout le monde de s'inscrire dans la pérennité de la pêche. Oui. Alors, en matière de durabilité, je suppose que ça suppose également le renouvellement des ressources. Tout à fait. Oui, tout à fait. Oui. Et d'autres choses. Enfin, je veux que vous puissiez élaborer un peu plus sur la question de la durabilité. Ça suppose quoi, la durabilité? Mais, la durabilité, tout d'abord, je donne un exemple pratique. Si vous pêchez avec un filet qui est extrêmement serré, vous pêchez des poissons tout petits. Donc, les poissons ne peuvent pas se reproduire. Et si vous continuez à faire ça, vous avez peut-être sur une période très courte beaucoup de poissons, mais à la longue, il n'y en a plus. Alors justement, à moins que vous vouliez réagir rapidement, oui, mais... C'est surtout ça, parce que nous, en tant qu'industrie de la transformation, notre matière première, c'est le thon. Et donc, nous sommes soucieux de la ressource qui doit être pérenne. Et donc, pour cela, nous sommes fixés des règles, de sorte que, par exemple, tout ce qui est petit poisson, nous ne les prenons pas. Obligé. Vous ne les prenez pas, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, en tant que conserve, on ne va pas acheter un poisson qui a moins d'1,8 kg. Alors, ça veut dire que ces poissons-là sont quand même pêchés? Bon, normalement, ils ne devraient pas être pêchés. Normalement, ils ne devraient pas être pêchés, mais ils le sont. Pêchés, nous, problème de durabilité, voilà, problème de renouvellement, parce que, des ressources. S'ils ont un marché en face, ils trouvent des conserveurs qui prennent ce type de poisson, c'est sûr que la ressource va tarir. Or, s'il n'y a pas de thon, il n'y a plus de conserverie. Donc, par rapport à ça, on s'autodiscipline pour dire qu'il y a des règles. D'abord, les navires avec qui nous achetons du poisson sont des navires agréés ICAT. Okay. Au moins, cela veut dire qu'ils sont contrôlés, ils sont fiables, ils font une pêche responsable. Sinon, on ne traite même pas avec eux. Excellence, est-ce que vous avez déjà été interpellé par des organismes, des organisations internationales ou pour tout autre organisme sur des pratiques de pêche des navires européens qui ne respecteraient pas les normes? Alors, interpellé, on est plutôt proactif parce qu'ici, comme dans d'autres zones, on envoie régulièrement des missions pour justement voir si la pêche correspond, donc les fameuses INN, donc la pêche ne doit pas être illicite, elle doit être réglementée, elle doit être déclarée. Ça veut dire quoi en pratique? Ça veut dire si quelqu'un est sur un navire, il doit déclarer qu'elle a pêché et combien il a pêché. Oui. Si quelqu'un est sur un navire, il doit avoir un pavillon, il doit être reconnu dans les systèmes et on doit pouvoir retracer. Et troisièmement, il doit pêcher avec des méthodes qui sont des méthodes correctes. Donc le filet qui n'est pas trop serré. Vous envoyez donc des missions pour poursuivre. Alors quel est le résultat de cette mission? Est-ce que vous êtes déjà tombé sur des cas inattendus où vous trouvez un de des navires battant pavillon, je veux dire européen pour généraliser, utilisant des techniques pas recommandables? Alors, sur la zone du golfe de Guinée, je crois que c'est la zone mondiale où il y a la plus de pêche INN, en fait, illicite, non réglementée, non déclarée. Déjà, 37% de ce qui est pêché ici dans la zone vient de la pêche non réglementée. Donc, c'est extrêmement compliqué. D'ailleurs, aussi pour les autorités, c'est très compliqué de surveiller une zone comme celle-là. Maintenant, c'est pour ça, d'ailleurs, on soutient en campagne la Côte d'Ivoire pour vraiment arriver à, je dirais, éliminer tous ces cas. Et d'ailleurs, il faut dire l'engagement des secteurs privés de dire « mais moi, je n'achète pas si ce n'est pas correct ». C'est très important. C'est important. Aujourd'hui, ce que la Côte d'Ivoire fait, le ministère des Ressources animales, c'est qu'on a un plan
de lutte contre ce type de pêche. Alors comment on surveille? Par exemple, dans le reportage, nous nous sommes rendus compte qu'il y a aujourd'hui un centre de surveillance. Ça déjà, ça dissuade tous ceux qui veulent... C'est intéressant. Dès qu'on voit un bateau qui est immobile pendant 4 heures, on se dit que voilà, c'est peut-être un signe. On n'en avait pas. Il n'y avait pas ça. Oui. Donc, depuis qu'on a ces éléments, mais il faut améliorer. Et c'est ce que tente de faire l'État de Côte d'Ivoire. Pour rappel, ce centre de surveillance a été mis en place avec votre partenaire Union européenne. Oui. Alors, quand vous avez identifié une pratique sur les eaux, sur votre zone économique exclusive, qui n'est pas forcément illicite, mais en fait qui est suspecte, parce qu'un bateau peut être stationné pour plusieurs raisons. Et que vous vous rendez sur place, est-ce que vous avez aujourd'hui les moyens d'arraisonner des navires, de faire des inspections sur place? Est-ce que vous avez les moyens techniques pour être sûr que vous arrivez à détecter ce qui poserait problème sur un navire? On fait appel à la Marine nationale, qui a aujourd'hui des bateaux patrouilleurs qui arraisonnent des bateaux. Et il y en a plusieurs des arraisonnements, vous avez des chiffres? Plusieurs, ce serait trop dit, mais dès qu'il y a un cas qui est signalé, alors le ministère... Alors, Excellence, on sent qu'il faut plus investir quand même pour, pour aller plus d'équipements. Je veux quand même revenir sur une chose importante. On parle de surveillance et comment contrôler. Mais en fait, ça, c'est en fait contraindre quelqu'un. Mais moi, je voudrais bien aller une étape avant à comprendre pourquoi c'est important. Parce que vous voyez, si on ne fait rien, c'est qui va souffrir à la fin? C'est le pêcheur. Le consommateur en Europe aujourd'hui veut consommer un produit durable. Un produit qu'on peut retracer où on sait ces produits-là ne font pas mal ni à la ressource halieutique, ni aux pêcheurs, etc. Donc c'est devenu quelque chose de vraiment important. On l'a vu, le marché du thon en Côte d'Ivoire est dynamique et connaît de nombreux défis. Nous allons à présent vous parler d'un autre marché connu sous le nom de faux thon. Le faux thon, ce sont ces thons de petite taille, souvent abîmés, considérés comme impropres à l'exportation. Ils sont récupérés par des mareyeurs à la sortie des bateaux au port de pêche pour les vendre sur le marché local. Ce faux thon, c'est celui que vous retrouvez dans le garba. Ce plat populaire est contournable, à tel point qu'il a créé de nombreuses vocations. Découvrons le garba faux thon, mais vrai business, un reportage de Sibila Tangba, Jeslamine Donsa et Niki Kwame. Elle est connue des Ivoiriens pour son talent d'artiste rappeuse, mais aussi d'humoriste. Aujourd'hui, nous la retrouvons loin de la scène et du showbiz. Dans sa cuisine, en pleine préparation de l'un des plats préférés des Ivoiriens. C'est du thon, donc c'est du garba. Voilà, le plat que presque tous les Ivoiriens aiment manger et tout. Donc, depuis un moment, je me suis lancée dans le garba parce que, voilà, ça marche. Jamin, cette icône de la musique n'aurait imaginé devenir un jour garbatigui, c'est-à-dire vendeuse de garba. Au quartier, là où j'ai mon hangar, là, il y a des tontons qui m'appellent « Ah, la garbatigui !» J'ai dit « Oui, c'est moi, la garbatigui choco et tout. » En moyenne, l'artiste cuisine 15 à 20 plats par jour sur commande. La plupart de ses clients sont ses amis ou ses fans. Elle n'est pas seule dans ce business, mais peut compter sur un avantage concurrentiel. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui proposent la vente de garba en ligne et tout. Donc c'est concurrentiel, mais bon, chacun a son carnet d'adresses. Et puis aujourd'hui, je profite un peu de ma petite notoriété pour vendre. Il y a des gens qui au départ ont acheté uniquement parce que c'est Prisca. Les poissons prêts et la cuisine achevée, c'est l'heure pour la star de faire ses paquets. Des plats vendus entre 1000 francs et 2000 francs CFA l'unité. Essentiellement de la tiéké, des condiments et bien sûr le thon. Problème ce jour, toujours pas de livreur pour son garba. Le livreur qui a dit qu'il était là dans moins de 30 minutes n'est pas encore là. Une seule solution, s'improviser livreur. Ça va? Comme dans ce salon de coiffure. Ah, tu sais, ça fait combien? Oui, ça fait 2000 francs. Ah, ok. Le garba, incontournable dans l'alimentation des Ivoiriens. Ce plat populaire, dégusté souvent en pleine rue, moyennant quelques centaines de francs CFA. Plus qu'un plat,
le garba est devenu un véritable business. Pour comprendre, direction le port de pêche d'Abidjan. C'est ici que débarquent les tonniers qui pêchent le thon en haute mer. À l'intérieur de cet immense bateau battant pavillon coréen, près de 600 tonnes de thon. La majeure partie est destinée à l'export. Une petite partie atterrit dans ces camions pour être vendue exclusivement sur le marché local. L'activité est orchestrée par ces hommes, des marailleurs. Ce sont eux qui achètent sur place les thons pour ensuite les revendre aux marchands de poissons. Vas-y. Des thons de petite taille, souvent abîmés, impropres à l'exportation, rejetés par les usines de transformation qu'on appelle faux thons. Je suis là pour récupérer ce qu'on appelle les réserves du faux thon, la pré-usine. Dès que l'usine prie de prendre certaines quantités qui les intéressent à certaines dimensions, et ce qui reste comme à partir de 1 kg 200, 1 kg moins, et nous on les récupère, on appelle ça du rejet. Du thon rejeté, du faux thon, mais à la clé pour ces marailleurs, un vrai business. 560 francs CFA, c'est le prix au kilo auquel ce faux thon sera vendu aux marailleurs par le consignataire du navire. Un prix qui fluctue au gré du marché. Du thon qui sera ensuite revendu à des intermédiaires, moyennant 30 ou 40 francs CFA de marge. Sur un tonnier tel que celui-ci, le marailleur peut récupérer près de 50 tonnes de poissons pour un bénéfice d'environ 2 millions de francs CFA. Ils ne sont qu'un petit nombre de marailleurs à pouvoir accéder à ces bateaux sur le port d'Abidjan. Un cercle fermé, assez secret, réservé aux anciens qui ont pour eux un réseau. Si tu as un contact, on trouve que vraiment tu es un homme fiable. On te dit, bon ok, viens, on travaille ensemble. Selon ce qu'il y a comme réseau, on va vous le remettre. Mais pas de crédit, pas d'escroquerie, pas de détournement. Une fois mis dans ces camions, le thon prend la direction du marché du port de pêche, à quelques mètres de là. C'est l'un des principaux marchés du poisson à Abidjan. Du poisson fraîchement débarqué. Ce matin, Gauthier, vendeur de garba, vient pour ses achats. C'est un habitué des lieux. Le poisson est combien? Faut diminuer, pardon. Faut diminuer, s'il vous plaît. Je préfère acheter le poisson ici parce que ici c'est la qualité. Puisque le port de pêche, c'est là où se trouvent les bons poissons. Le poisson est bien frais. C'est la raison pour laquelle je prends toujours le poisson ici. Ici, le thon est vendu par sac de 50 kg. Le prix oscille entre 45 000 et 60 000 francs CFA. Le vendeur achète 2 sacs de thon pour 108 000 francs CFA. Une marchandise qu'il espère écouler le plus tôt possible. Il y a des périodes où ça marche, il y a des périodes où ça diminue. Donc, généralement, en vente, je vendais plus de 2 sacs par jour. Mais maintenant, c'est un peu difficile. Sitôt achetés, ces sacs de thon sont découpés ici même au marché. Un choix stratégique pour Gauthier. Le vendeur compte sur ses mains expertes pour obtenir le plus de morceaux possible et maximiser ses gains. Car le garba se vend à l'unité autour de 200 ou 300 francs CFA en moyenne. 200 c'est un 300, hein. Faut pas trop faire petit. Les morceaux de thon aussitôt emballés prennent ensuite la direction de Yopougon. Dans le quartier de Sikoji, Gauthier est l'un des tout premiers Ivoiriens à s'être lancé dans la vente de garba il y a 20 ans. À l'époque, ce marché est sous la mainmise des Haoussa, des Nigériens installés en Côte d'Ivoire. Ce sont eux qui ont popularisé le garba en premier. Gauthier a donc dû faire ses preuves. Aujourd'hui, la vente de garba peut lui rapporter 150 000 francs CFA de recettes journalières. Sa force, ce sont les inconditionnels, ses premiers clients qui lui sont restés fidèles. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est la propreté. Voilà, puis les poissons sont bien frais. En tout cas, il n'y a pas de poissons qui pourrissent, qui sentent ou bien qui grattent. Et puis, bon, souvent, on a des problèmes avec. En tout cas, le poisson de Gauthier, en tout cas, c'est propre. Ici, chez Gauthier, voilà, c'est une question
de famille, de quartier. Voilà. Il a commencé, on est venu bien manger, toujours, et puis c'est toujours super, c'est toujours bon. Toujours nous épate, parce qu'il a toujours des petites recettes qu'il ajoute. Malgré sa popularité, l'un des rois du Garba à Yopougon a vu son chiffre d'affaires baisser ces dernières années à cause d'une concurrence grandissante. Une concurrence qui s'explique en grande partie par le développement de chambres froides à Abidjan. Autrefois, uniquement en vente au port de pêche, le photon est aujourd'hui à portée de main. Avant, il n'y avait pas de chambres froides dans les communes, dans les quartiers. Donc, il y a des gens qui ne vendaient pas le Garba. Donc, pour vendre le Garba, il faut forcément partir jusqu'au port de pêche pour faire des achats, faire des parcours là pour venir. Les gars trouvaient que c'était un peu trop. Donc, mais maintenant, il y a des chambres froides dans les quartiers, dans les communes. Donc, tout le monde s'installe sur le Garba. Et c'est ce qui a fait que maintenant, l'influence, il n'y a plus trop d'influence chez moi. Direction le quartier de la Riviera 2. Lassina Ouattara est grossiste. Il a choisi de vendre du thon dans cette chambre froide de quelques mètres carrés qui peut contenir jusqu'à 15 tonnes de poissons. Cette cargaison arrive tout droit du port. Le poisson qui est ici, ça nous a coûté, ça fait 5 tonnes, 400 kilos, ça nous a coûté 4 300 000. Pour vendre à les vendeurs des Garba. Ceux qui vont à Tchéquie, c'est pour les vendre. Ici, le thon est vendu plus cher qu'au marché du port de pêche. 1000 francs CFA le kilo au lieu de 700 francs CFA. Car pour les grossistes, il faut payer le transport et les frais de fonctionnement de la chambre froide. Lassina reçoit en moyenne une quarantaine de clients par jour. C'est 30 kilos, c'est pour une dame. Quelqu'un qui l'a, elle s'en va vendre Garba avec. Il y a des jours, on peut vendre plus de 500 000, il y a des jours à 600 000, il y a des jours aussi 400 000, ça dépend. Un business juteux que Lassina exerce depuis une quinzaine d'années. Au fil des ans, il a vu les chambres froides pousser comme des champignons, pour le plus grand bonheur des vendeurs de Garba, qui viennent se fournir chez lui. C'est un peu développé, comme commune d'Abobo, à Djamé, puis Cocody ici. Bon, côté niveau 13 villes, Makoro aussi, vraiment c'est beaucoup développé. C'est facile d'avoir poisson. Quand tu es au quartier, tu ne payes pas de transport, tu ne payes rien, tu te lèves chez toi à la maisonnette, tu viens dans le continent, tu prends tes poissons, tu t'en vends. Du faux thon en quantité, des chambres froides à profusion, des vendeurs qui se lancent de plus en plus dans le Garba. Conséquence, pour faire la différence dans ce business, il faut se démarquer. Quartier des Deux Plateaux. Cabinet Docteur Roukou, bonjour. Oui, ça va. Un plat de 2000 à livrer à Toban. Ok, bien. Cet homme, qui se présente comme un docteur, est en fait restaurateur. Des appels comme celui-ci, il en reçoit presque chaque minute. Ce sont ses patients, comme il aime à le dire. Rémi Ba, alias Docteur Roukou, propose un Garba dit thérapeutique. Le persil, ça nettoie les reins. Ça vous permet de digérer. Et les tomates, ça joue son rôle. L'oignon aussi. Donc du coup, même la moutarde que vous voyez, ça lutte contre le cancer. Donc vous voyez, vous avez un repas complet chez Docteur Roukou. Chez Docteur Roukou, tout est histoire de marketing. Aujourd'hui, comme chaque vendredi, il doit livrer une quarantaine de plats pour les salariés d'une grande entreprise agroalimentaire. Montant de la commande, 42 000 francs CFA. Il est midi et il faut faire vite. Et voici tes patients qui attendent leurs médicaments actuellement, donc on est pris. Est-ce que tu comptes? Ok, on est à combien actuellement? On a jusqu'à 41. Hein? Docteur Roukou reçoit en moyenne par jour une centaine de commandes de particuliers et de grandes entreprises de la place. Ici, le Garba coûte entre 1000 francs et 1500 francs CFA l'unité, soit 4 fois plus cher que chez Gauthier, le Garba Tigui de Yopougon. Mais là où Docteur Roukou fait toute la différence, c'est grâce à une recette spéciale qu'il a lui-même inventée. Le gâteau d'anniversaire en Garba. On connaît les gâteaux avec la farine, avec la crème. Donc j'ai seulement inventé aussi, utiliser la tchéké. Le Garba est fait en gâteau d'anniversaire. Alors mais là on met une bougie, tranquille. 8000 francs CFA, c'est le prix de ce gâteau atypique. Le vendeur reçoit 10 à 20 commandes de ce type par semaine.
Il mise sur ce concept afin de faire de ce plat très populaire un mets extraordinaire. Un gâteau prêt à être livré, puis un autre en préparation pour une star. Un gâteau d'anniversaire qui est destiné à l'un des artistes d'Ariel Chéné, l'un des précurseurs du coupé décalé. Voilà. Et tous ces clients-là aussi ont pris goût de faire les gâteaux en garba. Ses ingrédients et surtout sa créativité lui ont valu il y a 5 ans un prix d'encouragement du patronat ivoirien. Rémi Ba veut réinventer le garba et le sortir de la rue. Docteur Roukou, un docteur du garba, c'est lui qui peut amener le garba à un autre niveau. C'est lui qui peut vous présenter le garba même dans des hôtels de 5 étoiles. En attendant les hôtels haut de gamme, cap sur Angré. Tout le staff artistique d'Ariel Chéné est réuni pour un anniversaire surprise. Là encore, le Photon s'invite à la fête. Ça c'est un zigen spécialement pour toi. HPD, Cowboy. Nous sommes de retour sur ce plateau et j'accueille cette fois Akissi Kwasi, marieuse agréée, demi-grossiste au groupement des marieuses. Guy-Marc Emmanuel Sonan, qui est directeur général de Garba Plus, et Jules Tano, responsable des opérations chez Interocéan. Bonsoir, madame, messieurs, bonsoir. Et bienvenue. Merci. Alors, première question pour vous, Jules Tano. Comment le photon est-il devenu aujourd'hui incontournable dans la gastronomie ivoirienne? Et depuis quand est-ce que ça date? Le garba, selon les anciens que nous avons trouvés, que nous avons succédé après aujourd'hui, selon eux, c'était une petite activité d'abord pour commencer, les bateaux revenaient à l'époque avec du poisson. Le poisson était débarqué et il y avait une certaine quantité qui était rejetée par les conserveries. Et c'est cette quantité-là qui revenait aux marieurs. Et eux, ils ont réussi à faire un commerce autour de ce poisson-là. Alors, est-ce que l'un d'entre vous connaît à peu près, alors peut-être les marieurs, le poids aujourd'hui de cette activité de garba en Côte d'Ivoire? Nous sommes à 10 000 tonnes de thon par an pour le débarquement sur le marché ivoirien. Ok. Et vous Akissi Kwasi, votre activité génère combien de tonnes, par exemple, à peu près par an Par mois d'abord. Par mois. Par mois. Chaque navire, au minimum, tu as droit à 5 tonnes, 5 à 6 tonnes. Ça, on peut faire plus. On peut faire plus, selon les moyens financiers. Ok. Parce que déjà, 5 tonnes et 5 tonnes 500, ça devient un peu cher. Parce que ça fait au moins aux environs de 5 millions. Ce n'est pas la porte d'à côté. Mais si tu as plus de moyens, tu peux t'en procurer plus. Vous êtes marieuse et vous êtes demi-grossiste. Oui. Vous êtes marieur et vous êtes grossiste. Grossiste. Très bien. On commence par vous. Qu'est-ce qui se passe dans votre activité? Ok. Comment ça se passe? Merci. Le grossiste, le navire qui vient au nom du grossiste. Un bateau pavillon espagnol. Il rentre, il accoste. C'est lui le grossiste. C'est lui le client. Voilà. Ok, qui récupère? Il récupère toute la cargaison. Toute la cargaison, 100% de la cargaison. Je négocie. Selon mes moyens, il me sert une partie de sa cargaison. Maintenant, moi, demi-grossiste, j'envoie moi ma provision sur le marché maintenant. C'est moi qui sais le marché. Donc, Gauthier, qu'on a vu tout à l'heure dans l'émission, il a acheté, dans le reportage, il a acheté son poisson auprès d'un demi-grossiste. Auprès du détaillant. Moi, je donne au détaillant. Au détaillant. Donc, il y a encore une autre étape. Voilà, il y a encore une étape. Est-ce que vous pouvez nous dire si certains marieurs aujourd'hui ont fait fortune quand même? Oui, il y en a beaucoup qui ont fait fortune. Alors, vous êtes le directeur général de Garba Plus, vous faites du garba. Est-ce que c'est une activité rentable?
Ouais, je peux me permettre de le dire que c'est une activité rentable. Ça nourrit son homme. Déjà, où est-ce que vous fournissez avec votre poisson? Vous achetez où? Avant je partais au port avant, au port de pêche, mais j'ai eu une mauvaise expérience là-bas. Donc du coup, là maintenant, je vais au débarcadère. Je ne sais pas si vous connaissez le débarcadère à Yopougon, le nouveau que le roi du Maroc a fabriqué. C'est là-bas que je vais. C'est des pêcheurs même qui vont sur la mer des Ghanéens, qui me ramènent du poisson, le poisson frais. Voilà qui est clair. Votre activité, vous dites qu'elle est rentable. Elle nourrit son homme. Et ça fait combien d'années que vous avez lancé Garba Plus? Bon, ça fait aujourd'hui 3 ans que je suis dans la vente du Garba. Plusieurs millions par jour? Pas plusieurs millions par jour, mais pour quelqu'un qui commence, je pouvais faire au moins 200 000 par jour, 300 000 par jour. 2 millions en 10 jours, oui. Voilà, dans les débuts. Alors, c'est quoi Garba Plus? Qu'est-ce qui vous distingue? Garba Plus, en fait, c'est essayer de moderniser, en fait, le Garba qu'on connaît en griffe. C'est-à-dire que moi, par exemple, à Garba Plus, je vous sers dans des assiettes en porcelaine, déjà pour donner une nouvelle image, déjà à ce plat-là. Je vous ajoute des pâtes, de nouvelles pâtes. Ouais. Voilà, il y a un service après-vente, je fais les livraisons. C'est un peu tout ça. Une forme de Garba de luxe. Hein? Ça coûte un peu plus cher? Oui, ça coûte un peu plus cher. Moi, déjà, mes plats commencent à partir de 1500. Alors, j'imagine un spécialiste du Garba qui a l'habitude d'acheter son Garba et de le mettre dans les assiettes en plastique. Commencer à manger du Garba dans des assiettes en porcelaine, est-ce que c'est toute une culture? Voilà. Et comment est-ce que vous êtes arrivé à convaincre vos clients de migrer? Déjà, moi-même, je me suis déjà basé sur moi. Déjà, j'avais du mal à aller souvent dans les Garba drogues communs. Parce qu'il y a... Donc, il y avait une cible pour votre offre? Voilà, j'ai une cible en fait, vraiment, j'ai une cible. Et quand je suis rentré dans ce business, j'ai essayé de moderniser ce truc-là. Moi, par exemple, comme je l'ai dit tantôt, je n'utilise pas le thon salé là. Et j'ai apporté beaucoup de choses en fait. Parce que moi, je me dis quoi? Je me dis par exemple, c'est tellement normal de quitter au boulot, en veste et tout, et pouvoir s'asseoir, manger son Garba tranquillement. C'est quoi votre marketing? Parce que tout à l'heure, on a vu Dr Roukou. Alors lui, il est docteur. Ses clients sont des patients. Ses recettes, c'est des prescriptions. Et puis évidemment, son Garba, c'est un médicament. Et il a même poussé plus loin pour faire le gâteau d'anniversaire en Garba. Ça, c'est sa stratégie marketing. Donc, c'est quoi votre regard dessus et qu'est-ce que vous faites, vous? Moi, à la base, je peux dire que moi, mon Garba Drum, j'essaye de faire un marketing de qualité. C'est-à-dire quoi? Par exemple, la tchéké, j'utilise de la beau diamant. De l'huile toujours fraîche, la qualité des produits, le cadre. Et puis, c'est important. Je mise aussi sur l'esthétique. On vous le souhaite, développez-vous. Alors qu'est-ce qu'il vous faudrait en tant que marieur? Est-ce que vous avez besoin d'une assistance pour améliorer votre activité? En quelques mots, on est en train de conclure cette émission. Évidemment, parce que nous avons d'énormes problèmes dans ce métier. Ça fait combien d'années que le métier existe? On n'a pas encore touché le vrai problème du thon en Côte d'Ivoire. Notamment le prix du poisson. Qui est fixé par qui? Qui est fixé par bateau. En Côte d'Ivoire, on va vous dire que la loi ivoirienne est libérale, donc chacun fixe son prix. Le gars, il vient avec son bateau, il arrive, il regarde la tête, il dit aujourd'hui c'est 1000 francs, vous allez payer. Tu ne payes pas, il y a un autre qui est prêt à payer. Et le dernier client qui est le consommateur, il va payer ce poisson-là combien? Alors que ce poisson-là est fait pour nourrir la masse populaire. Il faut qu'ils aient accès à ce poisson, sinon une boîte de thon. Tout à l'heure, vous avez vu, c'est près de 1000 francs la boîte de thon. Il y a combien qui peuvent payer ça pour nourrir 10 enfants? Oui, donc vous souhaitez que le gouvernement ivoirien intervienne? On intervienne, qu'il y ait au moins un prix plancher et un prix plafond. Un prix plancher, un prix plafond. Pour réguler le marché. C'est tout. On l'a compris. En quelques mots, si vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais ajouter quelque chose. Je suis d'accord déjà avec ce que monsieur dit. Parce que tout à l'heure, comme j'ai dit tout à l'heure, j'avais eu des problèmes, une mauvaise expérience avec le poisson au port. Quand tu as de l'argent, tu peux avoir le poisson. Quand tu es un gars qui commence comme moi, par exemple, c'est un peu difficile. Moi, par exemple, quand je partais, on me mettait dans un truc de vente aux enchères. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un vient, comme il a plus d'argent, il récupère tout le poisson et il fait le prix qu'il veut à ceux qui viennent ensuite.
Voilà, merci madame, merci messieurs, merci pour tout. Eh bien, c'est la fin de cette émission. Merci à nos invités d'avoir participé à cette émission. Merci à vous aussi de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet, c'est www.rt.ci ou sur l'application RT Mobile. Vous pouvez aussi suivre nos activités sur les réseaux sociaux Made in Africa pour Facebook et Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, aux équipes de production d'Éléphant Africa. Merci également aux équipes de la RTI pour la réalisation. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un tout nouveau numéro de Made in Africa. En attendant, bonne suite de programme sur RTI.